demandé effectivement de parler des approches de validation, d'intégration et d'évaluation. Finalement, c'est la vie d'un contenu numérique pour la simulation. Alors tout à l'heure, Jérôme parlait d'Essilor et je disais à mots ouverts à Jean-Claude Grandry, la vue, c'est la vie. Tout d'abord, effectivement, juste repréciser un petit peu le cadre de l'intervention que je souhaitais faire en introduction. On est dans des contenus pour la formation des étudiants. On parlait de formation des formateurs. Il y a donc la formation des professionnels enseignants, et puis il y a les professionnels qui exercent. Et puis il y a aussi effectivement les patients. On a parlé des jeux sérieux. J'anime avec Jean-François Carrasco de Télécom Vallée à Sofia un colloque, c'est Gamel, dont on pourra reparler. Mais ce qui m'avait semblé important à écouter, en particulier de Johanna Marsico, c'est tout ce qui est l'information literacy, la façon dont on peut et on doit s'approprier le contenu numérique, quel qu'il soit, on va dire sa destination, pour la promotion de la santé, le bien-être et pour l'éducation thérapeutique. Les attentes sont différentes, les modèles et les modes d'évaluation sont différents. Alors c'est vrai que derrière, ils ont tous un même point commun, c'est finalement être critique dans le processus de décision, quel qu'il soit, que ce soit dans une logique de formation ou une logique opérationnelle. En fait, parler de validation des contenus, je voudrais dire que le numérique non pas remis en question, mais en tout cas nous a nécessité qu'on se réinterroge un petit peu sur la validation des contenus. En particulier, les étudiants qui arrivent en cours arrivent avec des contenus qu'ils sont allés chercher sur Internet. Finalement, tout l'univers a raison et celui qui enseigne a de moins en moins raison. Et en tout cas, dans l'approche traditionnelle, on va dire, de l'enseignement. Donc si on parle de validation des contenus, en fait, il faut qu'on puisse s'intéresser à la validation scientifique, la validation professionnelle, la contextualisation. Et là, la simulation trouve tout à fait sa place. La contextualisation procédurale, on parlait tout à l'heure d'accouchement, c'est bien une procédure d'accouchement. Et puis la validité pédagogique derrière, qu'est-ce qu'on entend par pédagogie? Eh bien, on a dans toutes nos carrières, qu'elles aient été étudiantes ou maintenant professionnelles, des objectifs à atteindre et puis une façon d'y arriver à ces objectifs. On parle maintenant de SBL, de Scenario Based Learning, et certains d'entre vous avaient connu le Problem Based Learning. Et donc maintenant, on se dit, pour y arriver, il y a un objectif, il y a des logiques de cheminement. Et puis, on le voit maintenant avec la transformation complètement numérique de l'internat en médecine. Je pense que vous êtes tous au courant que l'avant-dernière semaine de juin va être une grande révolution en France, puisque l'ensemble des 9000 candidats à l'internat va œuvrer sur tablette numérique. Et donc ça fait plus de 4 ans maintenant que les facultés s'y préparent. On pourra revenir sur ces éléments-là aussi, mais on parle de docimologie. C'est un mot un petit peu pédant. Simplement parce qu'il faut qu'on puisse objectiver l'acquisition des connaissances et qu'on puisse finalement procéder à un classement bien naturel pour passer un certain nombre de concours dans nos sociétés. Ce qui nous fait dire que quelque part, on peut de tout cela inventer un nouveau nom. Si on introduit la simulation, on va maintenant parler de docimologie. L'intégration dans les parcours, c'est clair que c'est très important. Il y a un postulat. Le fait que tous ces, ces issues sont issues d'une fabrication collective, qu'on le veuille ou non. Même un enseignant qui prépare son cours va aller piocher dans les éléments qui lui sont proposés et sa propre expérience. La formation initiale suppose que l'on connaisse les métiers. Je parle de grammaire et d'orthographe du métier. L'orthographe, c'est bien écrire. La grammaire, c'est composer les mots. Et derrière, la rédaction qui suppose l'utilisation d'un plan. Et puis, sur la formation continue, je pense que le lien avec les éléments que l'on connaît et les acteurs de la formation continue sont importants. On parlait tout à l'heure de la HAS et des recommandations de pratique. En aparté, avec Jean-François Forger, on parlait tout à l'heure d'évaluation de la qualité des soins au regard des référentiels. Tout ceci est matière à rentrer dans la logique de simulation. Alors, pour avant terminer, l'évaluation des contenus, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il y a le contenu et puis son utilisation. Alors, c'est vrai que c'est un contenu collaboratif.
qui, comment et quelles sont les responsabilités. J'ai essayé d'imaginer finalement un Sim for Health Drive. Nous avons tous un Google Drive et on peut imaginer, ça a été fait dans différents projets européens et c'est assez extraordinaire. Et d'ailleurs, il y a des outils qui sont à la disposition des étudiants hospitaliers pour mettre des radios. En fait, ce n'est pas tant cette mise à disposition que de l'indexation. Et pouvoir retrouver facilement quelque chose, un ECG qui peut servir à, on va dire, interroger 4 objectifs d'apprentissage. Et derrière, effectivement, la valeur docimologique de tous ces éléments-là est importante. On est en train de travailler sur ces indicateurs grâce à la numérisation. Et puis, pour terminer, je pense que, quand tout à l'heure Jean-Claude Grandry parlait de formation des formateurs, mais aussi par rapport à nos étudiants, ce qu'on peut constater, c'est que finalement, on a des outils, on a des sites où on peut utiliser ces outils. Pour autant, on s'aperçoit que ce n'est pas autant diffusé qu'on ne le souhaiterait. Et donc, derrière, sur une approche qu'on a essayé de monter il y a... J'ai rien touché. C'est bon ? Il y a quelques années de cela, eh bien, on s'intéresse de plus en plus, finalement, à l'acte d'apprendre, l'acte d'enseigner, et derrière d'essayer de trouver des ressorts, des motivations. Et on parle, alors certains n'aiment pas ce terme de gamification, ludification serait la transposition française, et c'est une façon aussi d'amener un certain nombre de nos collègues à non pas revoir leurs cours, mais revoir la façon dont l'étudiant, on va dire, s'approprie. Alors quand je parle de l'étudiant, je vous ai dit volontairement tout à l'heure que je ne m'intéressais pas aux patients parce que c'est plus complexe. Il y a, comme vous l'avez vu aussi, la partie compréhension de sa maladie. C'est beaucoup plus facile d'être à l'extérieur de la maladie qu'être à l'intérieur. Et je me disais également qu'il était important, au travers de tout cela, de pouvoir parler de valeurs générationnelles. Dans la simulation, finalement, on transfère mieux notre expérience, puisqu'on revit au travers de ce que l'on monte comme scénario. Et l'idée, c'est d'apprendre plus, de comprendre vite et de bien réutiliser. Et pour cela, on est en train de construire le premier Gamathon qui aura lieu à Nice en amont de ces Gamèdes, où on souhaite que les étudiants aident les étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, avec nos étudiants en médecine, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, mais aussi les étudiants de programmeurs, les étudiants qui font du design, le concours de Télécom Vallée qui travaille depuis longtemps à l'organisation d'hackathons, et Clément vous parlera tout à l'heure de ce qui se passe à Bordeaux, eh bien vous aurez en France un octobre, un novembre et un décembre du A-t-on quelque chose à dire en simulation en santé. Et mes 4 mots de finaux seront que la simulation en santé doit mimer ce que l'on veut maintenant pour nos patients. On parlait tout à l'heure de la médecine des 4P, eh bien nous aurons aussi la simulation des 4P, la simulation prédictive, la simulation préventive, jamais la première fois chez le patient, la simulation personnalisée par rapport au métier, par rapport au contexte d'évolution de l'étudiant, et la participation de tout le monde. Merci. Merci, professeur.